Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour chers bénévoles. Aujourd'hui, nous réfléchirons ensemble dans ce thème de formation continue sur la réalité des malades en fin de vie. C'est un thème qu'on appelle évolution de fin de vie. Pourquoi? Pour enlever un peu de l'élément de surprise que les bénévoles pourraient avoir lorsqu'ils les rencontrent dans la vraie vie. Nous allons parler des moments de confusion que l'on appelle délirium, dans lequel les malades entrent parfois. Est-ce que vous avez déjà, France, rencontré quelqu'un qui a fait du délirium? Oui, j'accompagne un monsieur depuis plusieurs semaines à domicile. Les rencontres sont bonnes, sont appréciées, même de la famille. Mais ce matin, j'arrive et le monsieur est en train de manger. Tout à coup, la cuillère en l'air, puis il ne se passe plus rien. Oh! Donc, il est absent, avec une attention courte. Oui, exactement. Il est prostré. Il répond par oui ou par non, puis c'est pas toujours approprié. Donc, il est désorienté. Oui, c'est ça. Oui. Il dit des choses bizarres, il pense qu'on lui veut du mal, puis il se sent attaqué. Oh, il se sent persécuté. C'est fréquent, on appelle ça une attitude paranoïde. Oui. Ah, OK. Il ne me reconnaît même pas. Il ne reconnaît pas non plus les membres de sa famille. La famille disait que c'était comme ça hier soir, et même c'était pire. Par contre, il allait mieux le matin, mais moins bien maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez l'impression, selon ce qu'ils vous ont dit, que ça fluctuait. Oui. Des fois, il était presque normal, puis des fois, il était comme pas là du tout, puis des fois, presque normal. Et ça, on ne comprend pas trop, là. OK. Donc, quelqu'un qui est absent, quelqu'un qui a une attention très courte, tu lui poses une question, puis il a oublié ce que tu lui as dit, qui n'est pas capable d'amener sa cuillère à la bouche parce qu'il a perdu l'idée de ce qu'il allait faire entre la bouche et l'assiette, qui a une impression bizarre qu'on lui en veut, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle du délirium. C'est une espèce de malfonction du cerveau, ça. C'est comme si le cerveau était plus capable de regarder ce qui se passait dans la réalité extérieure et faisait une confusion avec ce qui se passait dans la réalité intérieure. Qu'est-ce qui va faire ça? Beaucoup de causes. Les gens qui font du cancer, 90% vont avoir un ou plusieurs épisodes de délirium. C'est relié à l'état inflammatoire, c'est relié à la médication, c'est relié à la situation physiologique du malade, s'il fait de la température, s'il a une atteinte du cerveau, s'il est très constipé et qu'il y a un problème de cette nature-là. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut arriver. Et c'est une observation assez courante, mais évidemment instabilisante pour le bénévole. Lui, il vient pour écouter quelqu'un parler, puis il a eu une longue ou assez longue histoire de rencontre où ça se passait bien, puis tout d'un coup, le malade, il n'est plus là. Donc, le dialogue, il n'est pas possible. Puis vous dites pour le bénévole, mais pour la famille aussi. Eh, madame, pose bien des questions. Là. On va en parler de la famille. Il y a comme deux sortes de délirium. Une sorte qui est moins fatigante, mais pas moins grave, c'est le délirium à bas bruit. Ce que ton malade avait, c'est ça. Lui, il ne parle plus, il dit oui et non, il est un peu désorienté, puis ça fluctue. Puis le délirium à bas bruit, quelquefois, c'est tellement bas bruit que la famille ne se rend pas compte qu'il n'est pas tout à fait là. Là, il faut poser des questions spéciales. Quel jour on est aujourd'hui? Ah, on est le 27 juillet 1952. On est en 2021, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Donc, quelque part, en posant cette question, tu vois que ce cerveau-là, il n'est pas parfait. L'autre type, c'est un type qui est plus impressionnant. C'est pour ça aussi qu'il faut que le bénévole soit au courant que ça existe.
Il rentre dans la chambre, puis le malade est en train d'attraper des mouches. Puis il s'écarte des choses qui descendent du plafond. Puis il y a des bébites qui grimpent le long des murs. Quelquefois même, ça lui fait peur. Quelquefois, il est pas seulement en train de voir les choses qui ne marchent pas, mais il est agité. Il veut se lever, il veut sortir du lit. Puis ça fait 24 heures que toutes les 5 minutes, on est obligé d'être près de lui pour éviter qu'il ouvre la porte et qu'il s'en aille dehors en chemise de nuit, là, en costume, en pyjama. Ce délirium agité est caractérisé par une inversion du jour et de la nuit. Lui, là, il est réveillé la nuit, puis il dort le jour. La famille, elle dort la nuit, puis elle travaille le jour. Quand il faut que tu passes la nuit à t'occuper d'un malade qui veut se lever toutes les 5 minutes, bien, au bout de 3-4 jours, là, et bien avant, tu n'es plus capable. Donc, cette situation-là est évidemment beaucoup plus impressionnante. En général, elle commence de façon brutale, mais l'un comme l'autre est réversible. Qu'est-ce qu'on va faire pour enlever le délirium? Bien, on va ajuster les médicaments. Si on pense que c'est une médication, on va changer de type de médicament. On va regarder si on ne peut pas ajouter des médicaments. Souvent, on utilise des antipsychotiques, certains médicaments qu'on utilise en psychiatrie pour les gens qui ont des hallucinations. Et voilà que le malade répond très bien à ça. On va rassurer tout ce qui est réassurable, corriger les constipations et les problèmes qui ne vont pas bien. Et une partie de ça peut très bien se faire à la maison. Une partie de ça, tu ne peux pas le faire à la maison. Le malade qui va se lever toutes les 5 minutes, au bout de 48 heures, là, la famille n'est plus capable. Si le bénévole comprend qu'est-ce qui se passe, dans un cas comme dans l'autre, il sait, qu'il peut rassurer la famille que c'est réversible. Il ne sera pas toujours comme ça. 2, il sait qu'il peut dire à la famille qu'il faut en informer l'équipe de soins. Parce que s'il faut changer des médicaments, ce n'est pas le bénévole qui va le faire. Puis s'il faut rajouter de nouveaux médicaments, ce n'est pas le bénévole qui va le faire. Donc il faut que le lien soit fait. Ça, c'est surtout vrai pour les bénévoles à bas bruit, ceux qui disent oui, non. La famille n'est pas sûre qu'il faut déranger les autres pour ça. Celui qui se lève tout le temps, c'est déjà fait avant que tu arrives. Mais l'autre, pas toujours. Informer, donc, la famille, c'est certainement important. Et puis se dire que si ça exige une hospitalisation, bien, après avoir discuté avec l'équipe de soins, bien, il faut prendre une ambulance puis il faut l'amener à l'hôpital. Ce qui est loin d'être idéal pour le malade et pour la famille, mais des fois, on n'a pas le choix. As-tu déjà rencontré ça, toi, Georges? Oui. Si je comprends bien, c'est qu'il est important pour le bénévole, d'abord, de rester calme, donc d'être un peu informé de la situation, de parler au patient avec douceur pour le calmer, lui rappeler qu'on est son accompagnateur, voir s'il va réagir ou pas. Mais il faut surtout éviter de le confronter ou d'essayer de lui dire que ça n'existe pas ce qu'il voit. Parce que pour lui, c'est bien évident qu'il voit réellement quelque chose qui se passe sur le mur ou dans la pièce. Alors, il faudrait plutôt essayer de lui changer les idées en lui parlant, par exemple, d'un sujet qui habituellement l'intéresse, soit de parler de sa famille, de parler de son travail, de son ancien travail, ou de lui faire écouter des chants qu'il aime et qui peut-être va se mettre à fredonner lui aussi. Alors, pour vraiment déplacer son attention, pour le faire revenir plus dans la réalité. Mais il faut aussi s'occuper de la famille, parce que on peut leur suggérer de bien observer pendant quelque temps et peut-être aussi de se faire un genre de plan pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec le patient pendant les 24 heures. Surtout quand il est agité. Oui, lorsque le patient est agité, justement. Peut-être aussi de
Il faut absolument aussi communiquer avec le personnel soignant pour lui dire comment ça évolue. Surtout s'il est agité et qu'il faut absolument s'en occuper, bien à ce moment-là, d'aviser le personnel soignant qu'on pense qu'il serait mieux de faire venir l'ambulance et de l'emmener à l'hôpital. Et pendant ce temps-là, comme bénévole, on demeure avec la famille jusqu'à temps que le patient soit acquitté avec l'ambulance. Il y a deux petites choses que je me demande, moi. Est-ce que le délirium, c'est un signe de fin de vie? Ce n'est pas un signe de fin de vie immédiate. Il y a des gens qui vont faire du délirium 2 ans, 3 ans avant de mourir, alors qu'ils sont dans une maladie qui est progressive et qu'on ne peut pas arrêter. Donc non, ce n'est pas un signe de décès à court terme, obligatoirement. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas faire du délirium quelques minutes avant de mourir. Hein? OK. En as-tu vu, toi, des déliriums? Personnellement, depuis que je fais du bénévolat dans une maison de soins palliatifs, j'ai à peu près pas vu, même ça fait quand même 10 ans que je suis là, de personnes qui faisaient du délirium comme ça. Sauf que quand j'accompagnais ma mère, il y a quand même au-dessus d'une vingtaine d'années, elle, à un moment donné, elle en faisait. Et elle avait des périodes de lucidité assez qu'elle se rendait compte qu'elle avait fait ça. Et elle m'avait dit, je t'en parle avec toi, mais je ne veux pas que les autres sachent. Parce que pour elle, c'était une façon de dire, ben là, je suis en train de perdre la boule, comme on dit. À ce moment-là, elle me faisait confiance pour que je puisse discuter avec elle, mais elle ne voulait pas qu'on en discute entre toute la famille. Donc, tu vois que c'est variable. Oui. Des fois, quand ça allait très bien, elle se rendait compte que de temps en temps, la réalité était dans son cerveau. Oui. Puis quand ça allait pas bien, la seule réalité, c'était celle de son cerveau. C'est quelque chose qui arrive quand le cerveau lui-même a comme des courts-circuits dans son fonctionnement. Il n'est pas capable d'être la belle-mère égale qu'on a lorsque ça va bien. Mais ça veut dire aussi que ce n'est pas uniquement une question de médication. Il peut y avoir d'autres raisons que la question de médication. Certainement. Mais le fait que toi, bénévole dans une maison de soins palliatifs, où on prend très bien soin des malades, tu ne vois presque jamais de bénévoles, ça indique que quand on s'en occupe médicalement très bien, eh bien, le malade en fait beaucoup moins. Il faut bien se rendre compte que les médicaments qu'on utilise, là, c'est puissant, ça. Puis ça a beaucoup d'effets. Et donc, quelque part, quand on a un mauvais match de médicaments, il faut s'attendre qu'il y ait des problèmes comme ça. Et il y a des signes avant-coureurs. Et les bons milieux de soins sont à l'affût de ça. Et je crois que ça parle de la qualité des soins qu'une maison de soins palliatifs peut donner. Mais dites-moi, tantôt, Georges, tu disais, quand une personne est en délirium comme ça, tu peux lui changer les idées. Est-ce que la personne qui est sur son lit, comme moi, j'avais une amie qui tournait des pages dans son lit, est-ce que si j'essaie de lui changer les idées, il va être présent ou il va être encore en train de tourner ses pages? Il peut être encore en train de tourner ses pages. Ce que tu essaies de faire, c'est de le rassurer. Quand on sent que le cerveau dérape, en dedans de nous, ça crée de l'anxiété. On ne sait pas jusqu'où ça va déraper. Alors, en lui parlant, en assurant une présence près de lui, il ne s'en va pas très, très, très loin dans ce monde intérieur désorganisé. Et ça aide un peu. Évidemment, ça ne remplace pas un traitement approprié, mais ça aide. Et ça peut aider beaucoup. Mesdames, Messieurs, si jamais vous entrez, vous allez voir la personne que vous suivez. Et puis, si vous vous rendez compte qu'il n'est plus là, qu'il y a quelque chose
ce n'est plus la même personne, puis que vous vous rendez compte que la famille en est très inquiète, je crois que vous pouvez être très, très utile, pas dans les soins, mais dans l'aide et l'appui à une famille qui, elle aussi, ne comprend pas ce qui se passe. Le fait que vous en ayez eu déjà l'expérience, le fait que vous sachiez que c'est réversible, le fait que vous sachiez que l'équipe de soins peut, si on l'informe bien, faire quelque chose, est extrêmement utile. Sur ce, je remercie Georges, je remercie France. À la prochaine.